La Gazette de l'ULM vous invite aujourd'hui à découvrir un nouveau format pour partager les plus belles épopées des nouveaux aventuriers du ciel. Prenez place, laissez le calme vous envelopper et abandonnez-vous au murmure des podcasts de la Gazette. Notre histoire se déroule en avril 1987, à Resolute Bay. Le 10 avril exactement, Hubert et Nicolas viennent d'arriver au camp de base avec le reste de leur équipe. À ce moment-là, il n'est pas question de faire du tourisme. Il faut décharger le matériel et commencer rapidement à remonter les deux appareils. Il y a urgence. Dans 1 mois, les conditions ne seront plus réunies pour mener à bien cette mission et relever le défi. Mais de quoi parlons-nous exactement ? Pour mieux comprendre pourquoi cette équipe de 9 gaillards s'affaire à remonter 2 ULM dans un hangar de l'extrême nord canadien, il va nous falloir réaliser un bond dans le passé de près de 2 ans. Tout d'abord, commençons par aller à la rencontre de nos 2 protagonistes, Hubert et Nicolas. Hubert de Chevigny, 38 ans, est ingénieur forestier et un pionnier de cette drôle d'aviation miniature qui a vu le jour une dizaine d'années plus tôt. Très vite, j'ai vu apparaître dans les revues américaines ces petites machines avec une petite pub dans un coin de page où on voyait visiblement que c'était les matériaux de l'aile Delta avec un moteur en dessous qui permettait de voler de n'importe où, d'être autonome. Du coup, faisant du Delta, j'étais vraiment à l'affût de ce qui allait venir derrière et j'ai vu naître aux États-Unis les premières ULM. C'est un explorateur, un aventurier. Il a réussi l'exploit d'atteindre le pôle Nord magnétique en 1982, en toute illégalité, comme un pirate à bord d'un Pathfinder. Pour se rendre compte de l'équipement, imaginez une aile faite de tubes et de toile, une chaise de camping fixée en dessous et un petit moteur à l'arrière pour le propulser. Complétez ce bric-à-brac d'un manche pour le diriger et vous obtiendrez la machine qui a permis à Hubert de tracer sa route dans le Grand Nord. Pas de cockpit, pas de pare-brise, et en guise de chauffage, une simple combinaison pas vraiment taillée pour l'occasion. Et cet ULM, il était replié, je l'avais amené de France dans la soute de l'avion, replié dans sa housse, et j'avais passé la douane canadienne un petit peu, j'aurais dit que c'était une aile Delta, et comme c'était au moment du meeting d'Oshkosh, que posé à Montréal, j'avais l'intention d'aller aux États-Unis à Oshkosh avec cette aile Delta. Mais en fait, c'était un ULM, il y avait un moteur à côté, et hop, je suis monté vers le nord pour aller à Resolute Bay et partir. C'était une époque, ça c'est aussi, il fallait toujours se cacher des autorités, parce qu'on n'existait pas. Et alors, à chaque fois qu'une nouvelle discipline naît comme ça, on est hors la loi, parce que la loi n'existe pas. Par la suite, et grâce à ses différents périples, il se fera rapidement un nom dans le milieu de l'ultraléger motorisé et contribuera à l'essor de la discipline en France et aux États-Unis. Nicolas, quant à lui, a 32 ans. Jeune journaliste à France Inter, il est également moniteur de planche à voile et surtout un globe-trotteur infatigable. Il a un goût prononcé pour le sport et l'aventure. Il nourrit, plus ou moins secrètement, l'espoir de pouvoir couvrir médiatiquement de grandes expéditions. En 1985, ces deux-là se rencontrent par hasard près de Saint-Malo. Hubert vient de poser son ULM sur la plage de Saint-Lunaire et interpelle un véliplanchiste pour garder un œil sur sa machine. Juste le temps de passer un coup de fil à sa famille pour les rassurer du vol qu'il vient d'effectuer.
Et je dis au gars, écoutez, est-ce que vous pouvez me tenir mon appareil le temps que j'aille donner un coup de fil à mon épouse pour qu'elle sache où me rejoindre? Et là, le gars me répond, oui, Hubert, il n'y a pas de problème. Alors je regarde, et en fait, c'était Hulot. Alors le soir, on était au coin du feu dans sa petite maison à Saint-Lunaire. À l'époque, c'était une petite maison. Et il savait que j'avais été au pôle Nord magnétique donc l'année d'avant. Et c'est là où est né le projet du pôle Nord géographique. Lors de cette soirée, Nicolas arrive à convaincre Hubert de repartir vers le Grand Nord. Il veut réussir à rallier le pôle Nord en ULM. Comme Hubert 3 ans plus tôt, mais cette fois pas le pôle Nord magnétique, situé à l'époque dans les îles canadiennes, mais le pôle Nord géographique, le vrai, l'extrémité de l'axe de rotation de la Terre, situé environ 1000 km plus haut au cœur de l'océan Arctique. Après quelques hésitations, Hubert de Chevigny accepte, mais à la condition que Nicolas renforce ses compétences en pilotage, car là-bas, ça ne rigole pas. Mieux vaut être bien préparé pour affronter les irrégularités des reliefs glacés. Ah oui, petit détail qui peut avoir son importance. Le Nicolas de notre histoire, c'est Nicolas Hulot. Et l'aventure qu'ils s'apprêtent à vivre ensemble, c'est la première conquête du pôle Nord en ULM. Le premier périple médiatisé de ces petits engins volants. Et en outre, mais ça, ils ne le savent pas encore, c'est l'expédition qui fera de Nicolas Hulot le pilote d'ULM le plus célèbre de l'Hexagone et qui donnera naissance quelques mois plus tard à l'émission de télé Ushuaïa, émission qui restera à l'antenne près d'un quart de siècle, rien que ça. Hubert travaille d'arrache-pied pour préparer cette expédition. Il consulte tous les ouvrages sur les conquêtes réalisées au pôle Nord, tous les récits de navigateurs, même les plus anciens. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces expéditions aéronautiques dans le Grand Nord, c'est qu'on est on s'immisce dans un milieu dit hostile à l'homme. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire pour moi, c'est justement de préparer ces vols dans le Nord. Et par exemple, avant de partir au pôle Nord, j'ai lu beaucoup de récits d'expéditions très anciennes, d'Amundsen, etc., à l'époque où il volait, Amundsen a justement fait un vol sur le pôle Nord, une tentative. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est d'anticiper par la lecture le site dans lequel on va aller voler. Et on sait que personne n'a fait ça avant. Donc, on n'a pas de référence de gens qui ont volé en ULM dans ces endroits-là avant. Mais en s'informant sur l'endroit où on va aller et connaissant par ailleurs la pratique de l'ULM dans des latitudes plus clémentes, 45 degrés ici, on peut anticiper, en connaissant bien sa machine, on peut anticiper les problèmes qu'on va rencontrer. Et c'est ça qui fait le succès d'une expédition. Ils devront réaliser ce périple entre le 15 avril et le 15 mai. La fenêtre est courte, mais ils n'ont pas le choix. Avant le 15 avril, le froid régnant là-bas n'est pas compatible avec leurs ambitions. Et après le 15 mai, ils ne pourront plus compter sur aucune assistance. En cas de problème, les Twin Otter, ces avions bimoteurs utilitaires canadiens, ne seraient plus en mesure de se poser sur la banquise, fragilisée par le réchauffement printanier. En 1986, c'est leur première tentative, et ça démarre très mal. France Inter, le principal sponsor de l'expédition, retarde le départ de presque 2 semaines. Le 1er mai est un jour creux, il n'y a rien à faire passer sur les ondes, donc l'expédition commencera ce jour-là. La fenêtre de tir est divisée par 2 simplement pour meubler l'antenne de France Inter. Quand les sponsors commencent à se mêler de l'organisation, ce n'est jamais bon signe. Nos 2 aventuriers ne se découragent pas pour autant. Ils acheminent le matériel, préparent leur départ et s'envolent. Ils ont 1800 km à survoler pour atteindre le pôle depuis Resolute Bay. Resolute Bay, c'est un poste avancé de la civilisation dans le Grand Nord canadien. Après, il n'y a plus rien. Il y a une station météo à Eureka, qui était notre première étape. Leurs engins,
en 1986, sont de petits ULM fermés à aile haute de type baroudeur. Par rapport à ce qu'a connu Hubert 4 ans plus tôt, c'est déjà le grand luxe. Les moteurs pour l'époque sont fiables et les deux appareils ont fait leurs preuves. Ce ne sont pas des prototypes. Ils arrivent même à embarquer un GPS pour leur navigation. Oui, à l'époque, c'est un exploit, car la bête pèse près de 7 kilos et est alimentée par une batterie de voiture. Et malgré tout ça, ils n'arriveront à capter les satellites que 3 ou 4 heures par jour. La conquête du pôle Nord n'est pas une aventure banale. Une mission comme celle-là est rarement réalisable au premier essai. On faisait des étapes et dès qu'on se posait, alors il y avait la navigation aussi. Dès qu'on se posait, on dormait sur la glace sous la tente, comme je le disais tout à l'heure. Il y avait les problèmes de navigation, on naviguait avec le soleil, avec le sextant, c'est vraiment toute une opération très hautement technique d'ailleurs et très engagée. Et d'ailleurs, cette première année, Hulot s'est planté sur un rabattant près d'un sommet. Est-ce que l'expérience de quelques dizaines d'heures de vol de Nicolas était insuffisante ? Est-ce qu'ils ont simplement minimisé l'ampleur du défi ou manqué de préparation ? Quoi qu'il en soit, ils y ont cru. Mais à 800 km du pôle, Nicolas percute le relief en plein vol et pose sa machine, abîmée un peu comme il peut. Pas de gros bobos. C'est le principal, mais impossible de repartir. Hubert tentera de continuer seul, mais sera bloqué quelques heures plus tard par une météo dégradée. C'est la fin de cette première tentative. Mais nos deux compères n'ont pas pensé une seule seconde à abandonner ce projet fou. Ce n'est que partie remise. Les mois qui suivent cet échec vont servir à peaufiner les détails, rabattre les cartes et trouver des solutions pour anticiper tous les problèmes qu'ils pourraient rencontrer. Ils décident également de changer de monture. Hubert arrive à convaincre Dean Wilson, le constructeur de l'Avid Flyer, de lui préparer un ULM spécifiquement conçu pour la conquête du pôle. Nicolas, lui, ira chercher chez Avia Sud un des ULM les plus performants de l'époque, le Mistral, un 3-axes biplan sur lequel il fera fermer le cockpit et installer des skis. Les deux appareils sont équipés de moteurs d'OTAN, Rotax 532. Vu de notre époque, ça peut sembler courageux, mais en 1987, c'était la Rolls-Royce du moteur ULM. Maintenant que les choses sont plus claires pour vous, allons retrouver notre équipe en pleine préparation à Resolute Bay. Juste histoire de planter le décor, Resolute Bay est un ancien village inuit, perdu dans l'archipel arctique canadien, sur lequel a été implantée une base militaire. La cohabitation inuit-militaire est excellente et la vie s'écoule tranquillement. Resolute étant le point le plus haut habité, il voit défiler une grande partie des expéditions vers le pôle. En ce mois d'avril, les températures oscillent entre moins 25 et moins 30, voire moins 35 degrés quand le blizzard s'en mêle. 4 jours se sont écoulés depuis leur arrivée. Les ULM sont remontés, les radios installées, les skis fixés sur les appareils. 3 skis pour le Mistral, 2 roues skis pour l'Avid Flyer, qui conserve à l'arrière une roulette de queue classique. C'est maintenant le temps des essais, au sol, puis en vol. Malgré quelques petits réglages, tout s'enchaîne bien, et l'équipe n'attend plus qu'une amélioration météo pour s'envoler. Le plan est simple. Une partie du groupe, chapeautée par Paul-Émile Victor, restera au camp de base à Resolute pour les relevés météo et les communications presse. Une autre partie de l'équipe s'envolera après les 2 ULM, en Twin Otter, pour rallier la station météo d'Eureka, la première étape du voyage. Eureka est située à 400 km au nord de Resolute Bay. Sur le papier, il y a à peine 5 heures de vol. Ça leur permettra de tester les 2 petits avions en conditions réelles. Pour l'instant, le blizzard ne les a pas beaucoup quittés, mais au matin du 20 avril, après 10 jours sur place, la météo daigne s'améliorer un peu. Hubert le sait,
Si un créneau météo s'ouvre, il ne faut pas le louper. Les pleins des machines sont réalisés et à la mi-journée, nos 2 aventuriers s'envolent pour Eureka. La première sensation en s'élevant dans les airs est saisissante. Nos compagnons se sentent tout petits au milieu de ce décor immaculé et montagneux. Le vent se remet à souffler rapidement et le brouillard s'invite au voyage. La contemplation du début de ce périple s'évanouit rapidement, laissant peu à peu sa place à l'inquiétude. Les 2 appareils sont obligés de descendre dans le relief et de serpenter dans les vallées pour conserver une visibilité correcte et se protéger du blizzard. Le matériel peu puissant, combiné au relief, rend les communications radio avec le camp de base très compliquées. Ils se battent en continu contre les turbulences pour essayer de garder en vol leurs 2 petits avions. Eureka apparaît enfin. Hubert et Nicolas sont exténués. Ce premier vol aura été très engagé. Ils auront mis près de 9 heures et parcouru 800 km, soit près du double de ce qui était prévu. Ils signent à cette époque le plus long vol en durée et en distance de cette jeune histoire qui est celle de l'ULM. Ici Paul-Émile Victor qui vous parle de la station Resolute qui est à 75 degrés nord, 95 degrés ouest dans l'extrême nord canadien. Nos amis de l'expédition au pôle Nord en ULM, Hubert de Chevigny et Nicolas Hulot, sont encore à Eureka, c'est-à-dire à 400 km au nord d'ici, une toute petite station où ils attendent que le temps devienne favorable. Le prochain créneau météo n'apparaît que le samedi 25 avril. Les 5 jours écoulés ont permis de remettre les 2 avions en état. Les moteurs ont été checkés et les ailes, dégradées par le froid, ont été renforcées. La prochaine escale sera Cap Hood, au nord de l'île d'Ellesmer. Le vol se passe très bien cette fois-ci, mais les 2 pilotes restent presque 20 minutes à survoler Cap Hood pour trouver un terrain d'atterrissage correct. En vain, ils finissent par tenter une approche hasardeuse et parviennent tous les 2 à poser sur des mamelons neigeux sans rien casser. Ouf! Ce détail contredit toutefois la suite des opérations. Ils passeront 3 jours ici, bloqués par des pluies verglaçantes. Ils dormiront à tour de rôle pour éviter d'être surpris par un ours polaire pendant leur sommeil. Ils profitent de ce temps mort pour essayer de modeler un terrain propice au décollage. Malgré leurs efforts, ils devront s'alléger d'un peu de carburant pour être sûrs de pouvoir redécoller de cette piste de fortune. L'attaque de la banquise vers le pôle devait se faire initialement de ce point. Mais sans ce carburant supplémentaire, ils sont obligés de rajouter une étape à leur périple. Ils s'envolent donc le 28 avril en direction de l'île Wardent, où un Twin Otter est affrété pour leur apporter les derniers litres de carburant utiles pour alimenter les 2 moteurs jusqu'au pôle. C'est Hubert qui s'est chargé des calculs de consommation des ULM, et la tâche n'a pas été simple. Si les 2 moteurs ont à peu près le même appétit, un s'alimente en litres et l'autre en gallons US. Et pour complexifier un peu l'exercice, ils se font livrer le précieux liquide en gallons anglais. Bref, un petit exercice de mathématiques difficile par moins 30 degrés et qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la suite du voyage. Mais revenons au vol. Ce décollage est symbolique pour nos 2 aventuriers, car ils laissent derrière eux l'échec de l'année passée et sont persuadés cette fois de pouvoir atteindre leur but. Le vol vers Wardent est calme. Les repères sont très simples. L'océan Arctique à gauche et l'île d'Ellesmer à droite. Tout se passe pour le mieux et en 2h30, ils atteignent Wardent. Le ravitaillement s'effectue rapidement. Nicolas refuse 20 litres de carburant.
Il commence à avoir une expérience non négligeable avec sa machine et trouve les calculs d'Hubert trop pessimistes. Il préfère partir un peu plus léger et assurer un décollage sans encombre. Hubert récupère discrètement ses 20 litres en surcharge, une intuition qui pourrait bien leur sauver la mise. Il faut beaucoup se fier effectivement à son instinct. Mais l'instinct, c'est finalement quelque chose qui se construit avec l'expérience, avec les petits problèmes qu'on a eus. On s'est dit, tiens, j'avais des doutes avant de partir, je suis parti quand même, c'est bien fait pour moi, ça ne me serait pas arrivé si je... Et là, au fil de cette expérience, échec, essai, erreur, c'est comme ça que l'instinct se crée. Un white-out, c'est comme un blackout mais tout blanc, les retient au sol pendant 2 jours. Cet horizon, immaculé par une brume épaisse, ne permet pas de distinguer le sol du ciel et rend les reliefs invisibles. Il est impossible de décoller dans ces conditions. Ils reprendront leur voyage que le 30 avril au petit matin. C'est la partie la plus difficile maintenant. Si près du pôle, aucun outil de navigation aérienne n'est efficace. Ils entrent sur la banquise. C'est comme en pleine mer. Il n'y a plus aucun repère au sol. De la glace et de la neige à perte de vue. À partir de maintenant, ils se guideront dans cet océan comme des marins, au sextant et à la montre. Pour Nicolas, le décollage se passe sans encombre. Hubert, quant à lui, paye cher le surpoids dû au carburant supplémentaire. Malgré un ski de fortune fabriqué avec une poêle pour habiller sa roulette de queue, l'engin peine à quitter la terre ferme. Le bout de la piste est à quelques mètres à présent et la vitre flyer est toujours solidement engluée au sol. Le train principal s'élève de quelques dizaines de centimètres, mais la queue de l'avion vient heurter les amas de neige présents sur la trajectoire. Cette situation inconfortable s'éternise. Le pilote commence sérieusement à paniquer, quand soudain, après plusieurs centaines de mètres à jouer à saute-mouton, l'ULM prend enfin de l'altitude. Quelques minutes de répit avant une nouvelle épreuve. La radio d'Hubert rend l'âme. Nicolas l'entend, mais lui est plongé dans un silence angoissant. C'est en morse qu'ils se mettent d'accord pour continuer quand même l'aventure. Cette décision n'est pas anodine. Si par malheur ils se perdent sur la banquise, sans moyen de communication, c'est leur vie qu'ils mettent en jeu. Ils vont voler 5 heures d'affilée et se posent sur la glace arctique épuisés par un blizzard qui s'est remis à souffler peu de temps après le décollage et qui ne les a plus quittés. Ils font un point de navigation, calculent et recalculent leur trajectoire. Bon sang, le vent les a déviés. Ils auraient dû être 87 degrés nord et se retrouvent finalement 85 degrés nord. Ils s'éloignent du but, ils s'éloignent du pôle Nord. La météo est de plus en plus mauvaise. Ils décident d'installer un bivouac sur la glace et d'attendre. Le moral est en berne, ces 2 degrés de décalage pourraient leur être fatals. L'autonomie des appareils risque d'être trop faible pour rallier leur destination. L'attente durera 4 jours par moins 38 degrés. Nos 2 compères ne repartent que dans la soirée du 3 mai. Ils voleront une bonne partie de la nuit, réalisant des sauts de puce d'1 heure pour recaler leur trajectoire au sextant. Au milieu de la nuit, qui n'existe pas vraiment dans cette partie du globe à cette période de l'année, faute d'essence, le moteur du Mistral de Nicolas s'endort. La règle de base était simple. S'il y a une chance d'atteindre le pôle, même par un seul membre de l'équipe, ils se sépareront. Mais là, si près du but, Hubert ne veut pas abandonner son coéquipier. Pas après tout ce qu'ils viennent de traverser. Il reste moins de 100 km à parcourir. Hubert ressort la calculette. Les 20 litres transportés clandestinement depuis Wardent, combinés aux 10 litres restants dans son réservoir, devraient être suffisants pour les emmener tous les 2 vers leur but final. Hubert se pose près de Nicolas. Ils confectionnent tous les 2 les outils nécessaires.
Une bouteille thermo découpée fera guise d'entonnoir et une casserole sur laquelle ils modèlent un bec verseur servira à transvaser l'essence. Ils mettront 5 heures pour réalimenter le Mistral de 15 litres de carburant et reprennent leur envol. 1 heure plus tard, à 94 km de ce dernier arrêt, il est 9h50 du matin. Nous sommes le 4 mai 1987. Hubert de Chevigny et Nicolas Hulot viennent d'atteindre, pour la première fois en ULM, le pôle Nord géographique. Quand je me tourne sur le passé, il y a bien sûr, on a toujours quelques regrets de ne pas avoir développé certaines choses, mais j'ai aucun regret d'avoir fait ce que j'ai fait. Aucun. Au contraire, j'ai laissé libre cours à mes passions, j'étais au bout de mes passions, je suis comblé. Je pense que si je transposais ces décennies que j'ai vécues d'une aviation pionnière, etc., si je les transposais aujourd'hui, je pense que j'aurais été un pionnier du wingsuit, j'aurais été peut-être un pionnier des nouvelles disciplines qui vont arriver, mais je pense que le même esprit m'aurait habité pendant les décennies actuelles au lieu des décennies passées.